Le 29 novembre 1947, l'ONU convoque une assemblée extraordinaire et vote le partage de la Palestine en deux États, l'un arabe, l'autre juif. Cette décision suscite la colère palestinienne. C'est le début d'une guerre que l'on appellera bientôt le conflit israélo-palestinien. Bonjour, je m'appelle Vincent Lemire, je suis historien et auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de Jérusalem et de sa région. Je pense que pour véritablement comprendre le conflit israélo-palestinien d'aujourd'hui, il faut remonter aux origines et mettre l'histoire en perspective. Or, parmi les dates indispensables pour comprendre cette guerre, il y a l'année 1947. Revenons d'abord au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers de juifs déplacés ou survivants des camps de concentration sont parqués dans des camps de réfugiés en Europe. Ils sont nombreux à revendiquer le droit à la sécurité et à l'émigration au Proche-Orient. Open Palestine to unrestricted Jewish immigration and resettlement. Le sort de ces réfugiés émeut l'opinion et relance la question palestinienne. Mais le Royaume-Uni, qui est mandataire de la Palestine depuis la fin de la Première Guerre mondiale, limite l'immigration juive. Il entend ainsi préserver son entente avec les Arabes pour maintenir sa présence sur le canal de Suez. En juillet 1947, la marine britannique s'oppose violemment au débarquement de 4500 juifs européens embarqués clandestinement à bord de l'Exodus 1947. Les images de leur renvoi font scandale. Le décalage entre la politique migratoire maintenue par les Britanniques et la question des Juifs déplacés à l'issue de la Shoah est de plus en plus insupportable. Dans son rapport de septembre 1947, le Comité spécial de l'Organisation des Nations Unies sur la Palestine, l'UNSCOP, propose en fait deux solutions possibles à la question de Palestine. La proposition majoritaire est une partition du territoire palestinien en deux, un État juif et un État arabe. Mais pour tenir compte de l'entremêlement des populations juives et arabes, une minorité au sein de ce comité défend plutôt la mise en place d'un État binational fédéral. Cette proposition, dont on entend beaucoup parler actuellement, n'est donc pas une idée neuve. En novembre 1947, sous la pression des organisations sionistes, l'ONU soumet uniquement la proposition de partition en deux États au vote de son Assemblée générale. La résolution 181 est adoptée. Quant à Jérusalem, elle doit être placée sous contrôle international. C'est en quelque sorte une survivance de l'ancienne tutelle mandataire. Cette décision est une des toutes premières décisions prises par l'ONU, qui vient de naître pour remplacer la SDN, la Société des Nations. Le conflit israélo-palestinien est donc intrinsèquement lié à l'histoire des Nations Unies, ce qui permet de comprendre pourquoi son implication est encore si forte aujourd'hui. Pour l'ONU, c'est un conflit originel. Le plan de partage proposé en novembre 1947 suscite logiquement la colère des Palestiniens. Le Haut Comité arabe est dans l'impossibilité d'accepter cette proposition, qui n'accorde que 45% du territoire de la Palestine mandataire au futur État arabe, alors même que les Arabes palestiniens représentent plus de 70% de la population et contrôlent plus de 80% des terres. Le refus arabe était donc inévitable. Le 14 mai 1948, alors que les derniers soldats britanniques évacuent le pays, David Ben Gourion, président de l'agence juive, proclame l'indépendance d'Israël depuis le musée d'art de Tel Aviv. Il n'a pas attendu l'autorisation de la communauté internationale pour agir et il n'a pas laissé passer les 2 mois prévus par la résolution 181 de l'ONU. Mais les organisations sionistes considèrent que le vote de novembre 1947 rend cette déclaration plus ou moins conforme au droit international. En proclamant de manière unilatérale l'indépendance d'Israël, Ben Gourion sait que toutes les nations arabes aux alentours vont entrer en guerre contre le nouvel État. Dès le lendemain, les pays arabes voisins déclarent la guerre à l'État hébreu. La Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Égypte, l'Irak, l'Arabie saoudite et le Yémen du Nord se mobilisent contre Israël. C'est le début de la première guerre israélo-arabe. En 1949, suite à la victoire israélienne, les accords d'armistice aboutissent à un partage du territoire bien différent de celui proposé par l'ONU 2 ans plus tôt. Le territoire de l'État d'Israël se déploie désormais sur 78% du sol de l'ancienne Palestine mandataire. Comme à l'heure actuelle, les seuls territoires sur lesquels Israël n'est pas souverain sont la Cisjordanie et la bande de Gaza, soit 22% de la Palestine mandataire. Environ 750 000 Palestiniens sont contraints à l'exode qu'ils nomment la Nakba, c'est-à-dire la catastrophe en arabe. Ils se réfugient principalement en Cisjordanie, en Jordanie,
dans la bande de Gaza, au Liban, en Syrie et pour un petit nombre d'entre eux, en Égypte. Dès 1949, ces Palestiniens en exil revendiquent un droit au retour. On comprend pourquoi les Palestiniens de Gaza parlent aujourd'hui du risque d'une nouvelle Nakba, car ils sont plus de 2 millions à se considérer comme menacés d'expulsion. Pour aller plus loin, vous pouvez lire Anatomie d'un conflit, un livre que j'ai coécrit avec Thomas Negaroff et qui revient sur les grandes dates clés et les notions indispensables pour comprendre le conflit israélo-palestinien tel que nous le connaissons aujourd'hui.